C'est l'heure du second débat de ce Sens Public, volontairement, vous le savez, décalé de l'actualité du jour. Il concerne un désastre sanitaire, celui de nos services d'urgence, manque de lits, manque de personnel, des médecins libéraux, voilà, qui assurent moins de garde, et puis évidemment une population de plus en plus vieillissante. La catastrophe, elle est déjà là. Comment inverser cette spirale? Avant d'en débattre, je vous propose un reportage. On est aux urgences d'Argenteuil. Alors vous allez voir, ça marche correctement. C'est l'un des rares services qui a accepté d'accueillir nos caméras. Il y a 225 patients accueillis chaque jour. Jonathan Dupriez. Hôpital d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. Dans ce service d'urgence, défilent chaque année quelques 110 000 patients. Alors pour éviter l'engorgement, la chef de service Catherine Le Gall a mis en place une organisation au cordeau. Pour les patients venus par eux-mêmes, un premier tri est effectué dès l'accueil. La gestion des urgences, c'est vraiment de profiler les patients dès l'arrivée et de les mettre dans des process de soins qui, pour certains, sont très éloignés des urgences. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Peu après, une infirmière dresse un premier diagnostic avant d'orienter le patient selon la gravité des symptômes. Comme vous avez pu le voir, on leur demande pourquoi ils viennent ici, quels sont leurs symptômes, est-ce qu'ils ont des antécédents. Et par rapport à ça, on juge le tri qu'on leur attribue et dans quel secteur on les envoie. Chaque jour, sur plus de 200 personnes prises en charge, seulement 5 sont en urgence vitale. Mais une centaine relèvent de la médecine de ville. Ceux-là sont donc routés vers ce préfabriqué où officient des médecins généralistes. Ces patients ambulatoires attendaient beaucoup dans les urgences parce qu'ils passaient systématiquement derrière les patients les plus graves. Donc de les mettre de côté dans un secteur de soins plus adapté permettait d'en gérer plus et de désengorger les urgences pour continuer à accueillir les malades les plus graves. Autre problème pour les urgences, gérer l'afflux de personnes âgées aux pathologies non urgentes. Elles représentent 15% du flux à Argenteuil. Alors pour éviter qu'elles n'occupent des lits liés aux urgences vitales, Catherine Le Gall dispose de 28 lits spécifiques pour orienter ces malades particuliers. Les malades sont triés, là aussi ils sont profilés pour avoir des problèmes médicaux qui ne sont pas trop graves et souvent de gros problèmes sociaux. Et donc notre travail, c'est de leur trouver une porte de sortie qui est un peu l'hôpital, mais en fait très peu l'hôpital. À 70%, les patients vont quitter ce service, soit vers leur domicile en mettant en place des soins transitionnels, soit vers des structures comme des EHPAD transitoires, voire des EHPAD définitives. Si Argenteuil fait figure de modèle, la mécanique de ces urgences demeure fragile, notamment en matière de ressources humaines. Chaque année, Christine Defenin s'emploie à faire rester ses 250 brancardiers, aides-soignants ou infirmières, tentés de quitter le navire. La province attire plus que le fait de rester en Île-de-France. On a des infirmières qui sont fatiguées d'un service comme celui-ci puisqu'il est très actif. Nous sommes dans un service où il y a beaucoup d'agressivité et beaucoup de gestion de comportements agressifs. Ça peut être très, très fatigant pour elles. Idem du côté des médecins, dont le turnover permanent menace la continuité des soins. Le risque, c'est la rupture. Et c'est ce qui a fait fermer un certain nombre de services d'urgence cet été. Il faut améliorer les conditions de travail, il faut donc gérer le flux, mettre des organisations qui font que les gens ne se retrouvent pas dans un gros bordel, qui génèrent de la tension, qui génèrent de la violence, qui génèrent des événements indésirables graves parce que les malades ne peuvent plus être gérés, où les victimes secondaires sont, je le rappelle, les soignants. Au prix d'efforts importants, les urgences d'Argenteuil parviennent à se maintenir. Mais au niveau national, la situation semble critique. Selon l'association SAMU Urgences de France, 163 services d'urgence ont dû fermer au moins une fois l'été dernier en raison d'un manque de personnel. Nos urgences craquent. Quelle solution face à cette grande misère? On en débat avec Elisabeth Doineau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice Union centriste de la Mayenne et rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Le docteur Didier Loiseau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes médecin, ancien maire LR de Langres en Haute-Marne et auteur de ce livre « Dessine-moi un désert, anatomie d'un désastre sanitaire programmé ». C'était aux éditions Palio. La docteure Agnès Ricard-Ibon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes médecin urgentiste, porte-parole de la Société française de médecine d'urgence. On est également en duplex avec le docteur Vincent Escudier, qui est chef du service des urgences de l'hôpital de Langres. Bonsoir et bienvenue à vous. Et évidemment, Asdine Ahmed Chaouch est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Alors, on va commencer par le constat, cette grande misère des urgences. Elisabeth Doineau, tiens, est-ce que vous employez, vous, le terme de catastrophe sanitaire? Est-ce qu'on en est là?
Je pense qu'effectivement, c'est une catastrophe sanitaire. De savoir qu'on n'a pas la possibilité d'être pris en soins rapidement lorsque l'on en a besoin partout sur le territoire, c'est effectivement une catastrophe. Maintenant, on la voit venir depuis des années. Mais on la voit venir depuis des années et en même temps, on a guère anticipé. Parce qu'on savait très bien que la population augmentait et que surtout, le vieillissement de la population était là et dégageait en fait, en réalité, beaucoup de maladies chroniques, donc beaucoup de prises en charge. Et on n'a pas suffisamment formé de médecins, on n'a pas suffisamment formé d'aides-soignants, d'infirmières, de toutes les professions de santé. Ouais. Et ça, c'est carrément vraiment un manque d'anticipation. Des politiques en général, toute majorité confondue, soyons honnêtes. Et en réalité, ce qui s'est passé ces toutes dernières années, c'est qu'on n'a pas eu un véritable projet de loi. On a eu des propositions de loi, je dirais sparadrap, sans étude d'impact, qui n'ont pas répondu suffisamment à la problématique et à tous les niveaux. Parce que ce que l'on trouve aux urgences, c'est aussi en fait une conséquence de ce qu'on voit en termes d'accès aux soins pour aller vers un médecin traitant. Bien sûr, évidemment, et on va détailler tout ça. Vous avez signé il y a 2 semaines dans Le Monde une tribune sur ce thème. Nos urgences, elles sont en crise. C'est comme un entonnoir, quoi, parce que notre système sanitaire est en crise. C'est le réceptacle de tous les manques un peu partout. Oui, les urgences, c'est vraiment le point névralgique. C'est-à-dire qu'à la fois en amont, comme vous le disiez, Madame la sénatrice, il y a plus de Français. 15 millions de plus depuis l'instauration du numéro 2, c'est pas 3 ou 4 millions, 15 millions. La population a vieilli. Il y avait 5% des personnes qui avaient plus de 75 ans, il y en a 10% aujourd'hui et il y en aura 15% en 50 ans. Donc, population plus large, population vieillissante et moins de médecins pour prendre en charge. Et on en parle toujours en disant au final, c'est pas la cour des miracles, c'est le fait qu'il y a une sorte de réceptacle, à la fois pour des vraies urgences et à la fois pour ceux qui aimeraient voir un médecin et qui ne peuvent pas le voir. Vous avez une petite fille de 4 ans qui hurle et qui a 40 de fièvre, vous allez aux autres. C'est pourtant peut-être qu'une otite, mais il faut y aller. Donc à la fois en amont, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent aux urgences et à la fois en aval, et c'est le point de ma tribune dans Le Monde, c'est qu'après avoir diminué le nombre de médecins formés, maintenant on diminue par milliers le nombre de lits. Or, quand 20% au moins des patients qui viennent aux urgences vont être gardés pour de multiples raisons, comme le disait tout à l'heure la responsable des urgences d'Argenteuil, et il faut des lits pour ça. Et alors on parle de la gradation des soins, des lits plus ou moins spécialisés, mais il faut qu'il y ait des lits. Pourquoi est-ce qu'il y a un engorgement ? Les gens restent dans des brancards parce qu'on ne peut pas les mettre. On se retrouve avec des couloirs transformés en parking à brancards. Il n'y a pas de mots. Les soignants, ils expliquent qu'il faut les garer en épi pour que ça rentre. À Langres, pour vous dire, le garage, les urgentistes qui sont des gens sérieux de Langres, on dit on ne peut pas continuer de garder ces caravanes de brancards. Et donc ils ont décidé de transformer le garage des ambulances du SMUR pour en faire un endroit où il y a un peu de dignité pour les patients, où ils attendent dans des lits, où quand on leur passe le bassin ou l'urinoir, parce que ça fait des heures qu'ils attendent, c'est pas en public. Et donc ils ont fait ça. Tout le monde a hurlé, mais il ne se passe rien. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite, mais puisque vous parlez des urgences de Langres, je vais aller chercher le témoignage direct de Vincent Escudier. C'est quoi ? C'est votre initiative de finalement organiser un système qui soit un peu plus humain, un peu plus accueillant ? Comment ça s'est passé ? Alors bonsoir, d'abord je voudrais quand même rendre hommage un peu à toute l'équipe qui travaille chez nous. Je regrette un petit peu que l'administration, la direction n'ait pas accueilli vos équipes sur le terrain, parce que je pense qu'un reportage sur le terrain aurait parlé bien plus que mon petit témoignage. Effectivement, on connaît ce qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent, une surcharge de travail qui n'est pas tant liée aux carences de soins de la médecine générale, mais surtout par un manque de lits en aval. Alors, on a des patients qui stagnent, effectivement, un espèce d'effet entonnoir avec des patients qui stagnent dans les urgences et dont on est obligé de les garder pendant plus de 24 heures, 48 heures, 72 heures, pour de multiples raisons. Alors, on n'a pas un service qui était avec des couloirs suffisamment larges pour pouvoir les garder dans le service. Donc on a pris l'option, c'était en fait la seule option qui nous était encore permise, c'est de pouvoir les installer sur des lits et pas des brancards dans la zone qui paraissait la plus adaptée avec la mise en place de chauffage. Voilà.
On est dans une sorte de système D où c'est la bonne volonté, l'initiative de chacun qui fait que ça tient. Un chiffre avant de vous donner la parole, près de 20 500 000 passages aux urgences en 2022. Alors on n'a pas le chiffre de 2023, on l'a pas trouvé, je ne sais pas ça continue de progresser. Ça fait combien d'années que ça progresse, tiens d'ailleurs? Alors nous, on a commencé à alerter le ministère en 2013. On avait fait l'appel du 15 octobre où les urgentistes arrêtent de chercher les lits. Alors je suis complètement d'accord avec Madame la sénatrice et mon collègue. Le problème, c'est un manque d'anticipation et un problème essentiellement d'hospitalisation. Pour autant, les solutions existent. C'est pas une fatalité ce qu'on est en train d'observer. Ces couloirs que moi j'appelle les couloirs de la honte, parce qu'on vient de démontrer que passer la nuit sur un brancard dans une publication internationale de haute qualité scientifique, c'est une mortalité aggravée de 40%. Et pour les patients les plus fragiles, c'est une mortalité multipliée par 2,23. Donc, ça, c'est une étude internationale qui a été publiée en novembre. No Bed Night, c'est l'intitulé de cette étude. C'est une étude réalisée sous couvert de la Société française de médecine d'urgence sur des données françaises. On avait des données internationales pour lesquelles on avait alerté la ministre Agnès Buzyn. On avait très bien travaillé avec la ministre Agnès Buzyn et ça avait abouti au pacte de refondation des urgences, où les solutions sont dans le pacte, elles étaient financées. Il suffit de les appliquer. Et dans les endroits où on les met en application, ça marche. Où ça, par exemple? Par exemple à Argenteuil, par exemple à Poitiers. Et c'est en particulier cet indicateur qu'on appelle le BJML, le besoin journalier médical en lit, qui est parfaitement prévisible. On sait à quelle période, dans quel service, le nombre de patients qui a hospitalisé. Et ensuite, c'est un curseur à mettre entre le nombre de patients que l'on admet de façon sur rendez-vous versus le nombre de patients qu'on admet en venant des urgences. Ce curseur entre le programmé et le non programmé est à ajuster en fonction de cet indicateur BJML. Donc des solutions, elles ont été proposées par les professionnels, elles ont été mises dans un pacte. Et ça a été planqué au fond d'un tiroir depuis? C'est quoi? C'est le départ de la ministre? C'est quoi l'histoire? 5 ans. 7 ministres en 5 ans. Ça ne favorise pas la continuité des actions. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui fait démissionner les médecins et les soignants. Cette surmortalité évitable. C'est contraire aux valeurs profondes de notre métier. Justement, je vais vous entendre là-dessus, mais je vous propose un témoignage. L'une, c'est une infirmière de ces soignantes qui rentrent chez eux le soir avec ce sentiment de maltraiter, c'est vraiment le terme qu'ils emploient, les patients. Elle est infirmière Déborah Bocachard à l'hôpital de Pontoise, on est dans le Val d'Oise. Quand je rentre chez moi, j'arrive pas à dormir parce que je retrouve des patients 48 heures après les avoir inscrits aux urgences, des patients de 95 ans qui pourraient être ma famille, et que quand je dis à un patient que je reviens jamais. Voilà. Que j'ai 40 patients à moi toute seule et qu'on ne peut pas surveiller tout le monde, et que le jour où c'est mon diplôme qui va sauter parce qu'on va retrouver quelqu'un de mort, il n'y a personne qui va venir avec moi au tribunal, et surtout pas la direction. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, on s'est tous mis en arrêt parce qu'on est tous dans la même situation. Vincent Escudier, je reviens vers vous à Langres, donc c'est une ville d'à peu près 8000 habitants. Est-ce que ça vous arrive à vous ou à vos collègues d'avoir ce sentiment, de rentrer le soir en se disant mais j'ai pas bien fait mon travail aujourd'hui? Et complètement, en fait, on n'avait jamais l'habitude de voir ça, et il m'arrive de croiser des soignants en train de pleurer en fait pendant leur service, à la sortie du service, qui se posent des questions sur la continuité, s'ils reviendront, s'ils peuvent encore avoir la force de poursuivre leur travail. Enfin, on ressent cette souffrance de manière vraiment très prégnante. Ça participe aussi, parce qu'on parlait du besoin journalier moyen en lit. Alors on le connaît, même s'il correspond à peu près à 25% il correspond à 25% des besoins, ce besoin journalier qui est calculé. Donc il est insuffisant. Et d'autre part, il y a beaucoup de fermetures de lits par nos tutelles, mais aussi beaucoup de fermetures de lits par la démission des soignants, quoi. Et c'est ça qui est un drame, en fait. On ferme des lits parce qu'on pousse les soignants, ils sont poussés à arrêter, ils sont en burn-out et ils ne peuvent plus poursuivre leur travail. Elisabeth Doineau, ça c'est un cercle vicieux là qu'on est en train de décrire. C'est pas seulement un manque de volonté politique ou un manque de moyens.
dès 2020, le Sénat, la Commission des affaires sociales, a lancé une commission d'enquête sur l'hôpital. Rappelez-vous, un certain nombre de préconisations étaient sorties de ce rapport qui était présidé par l'ancienne présidente de la commission, Catherine Deroche. Et déjà, on parlait de la maltraitance des soignants, avec cette charge morale quand on rentre chez soi et qu'on n'a pas le sentiment d'avoir accompli, de ne pas avoir envoyé les personnes dans le bon service pour être soignées. C'est terrible. Et ça, c'est déjà identifié depuis un certain nombre d'années. Alors, que doit-on faire, en fait? Parce que c'est ça, aujourd'hui, la question qui est posée. Et je voudrais rajouter aussi, par rapport au fait qu'on ait une succession de ministres, parce qu'il faut aussi rappeler le travail de François Braun pour les urgences. Il avait été missionné pour une mission flash. On va le rappeler en détail, ça. Oui, et c'était très important. Une partie de ces mesures ont d'ailleurs été appliquées sur la revalorisation des salaires. Parce que je pense qu'effectivement, ceux qui sont là pour les gardes, il faut aussi mieux les rémunérer, les revaloriser. Ça pose la question de l'action du gouvernement. Je vous propose d'entendre, on va en parler avec vous, Azine, dans un court instant, mais je vous propose d'abord d'écouter une déclaration récente du nouveau Premier ministre, donc Gabriel Attal. Il se déplace avec la nouvelle ministre du Travail, Catherine Vautrin. On est au CHU de Dijon et il rappelle le plan d'investissement décidé par le président de la République, Gabriel Attal. Parmi tous les problèmes que nous avons à résoudre dans le pays, toutes les difficultés, l'hôpital, évidemment, est en haut de la pile. Avec un engagement qui est très clair de notre part, qui est conforme à l'engagement du président de la République, nous allons continuer à investir massivement pour l'hôpital et plus largement pour notre système de santé. Dans les 5 ans qui viennent, c'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis pour notre système de santé. Et sur l'hôpital, je vous le dis, le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l'hôpital public. Donc poursuite de l'investissement pour l'hôpital. L'hôpital en haut de la pile, ça nous rappelle quelque chose, Asdine, puisque c'était l'une des priorités du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, les urgences. Alors le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il est le chef des chantiers prioritaires. Et forcément, quand il y a trop de priorités, il n'y en a plus. On peut le dire, désengorger les urgences, ça fait partie des réformes qu'on a laissées dans l'armoire à pharmacie, malgré les promesses et les annonces. Les urgences, ce n'était pas finalement si urgent que ça. Ça avait pourtant bien commencé en 2022 pour Macron 2. Il nomme au ministère de la Santé, vous l'avez dit, une personnalité taillée pour le poste et ça ressemblait à un signal fort. L'ancien président du SAMU, François Braun, entre au gouvernement. Et à sa prise de fonction, il met rapidement en place des mesures temporaires dans le cadre d'une mission flash. C'est le mot un peu à la mode, les missions flash, qui sonnent plus, mais comme des mesures thérapeutiques qu'un vrai traitement de fond. Et d'ailleurs, la mesure phare qui avait été annoncée, on préconisait une régulation des admissions en incitant par exemple appeler le 15 plutôt que d'aller immédiatement aux urgences. Donc forcément, comme c'était insuffisant, on attendait la suite. 10 mois plus tard, Emmanuel Macron fixe un calendrier. Désengorger les urgences d'ici 2024, mais rien de plus. Pas de cap fixé, pas d'enveloppe spécifique allouée. Le ministre de la Santé semblait même à court d'idées. Je n'ai pas de baguette magique, avouait-il. Et puis en juillet 2023, on y est dans cette valse des ministres. L'ancien président du SAMU est exfiltré du gouvernement. Oui, tout est à refaire. Mais là encore, l'espoir renaît. Le nouveau ministre Aurélien Rousseau, étiqueté à gauche, semble vouloir prendre le sujet à bras-le-corps. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des endroits où les urgences restent closes la nuit, dit-il au Monde. C'est même le titre de son interview, donc ça ressemble un peu à une feuille de route. Mais bon, ça va s'arrêter là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre sujet de santé publique qui va tout cannibaliser, c'est l'aide médicale d'État, la fameuse AME au cœur de la loi immigration. On va parler que de ça. Le nouveau ministre de la Santé va même s'emparer de ce sujet, laissant dans l'ombre tous les autres dossiers comme celui des urgences. Aurélien Rousseau va d'ailleurs tellement défendre l'AME en faveur des étrangers qu'il démissionnera lorsqu'il apprendra qu'elle sera supprimée dans la fameuse loi immigration. Donc pour les urgences, il faudra attendre. Oui. Et depuis, il n'y a même pas un petit espoir ? Déjà, Gabriel Attal, on vient de l'entendre, mais il a mis du temps à choisir son nouveau ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, qui a fait partie de la dernière vague des nommés. Alors, c'est un profil plus politique, député Horizon, donc proche d'Édouard Philippe. Il devra rassurer les urgentistes, tout le personnel médical œuvrant aux urgences, mais aussi et surtout les Français confrontés à cette misère dans ces services aussi traumatisantes que kafkaïennes. Et les récents décès dans les pages faits divers rendent cette situation encore plus sensible, éternissent l'image du modèle, le fameux modèle médical français, souvent cité en exemple partout dans le monde. Alors, il faut savoir que ce chantier prioritaire, il est prioritaire depuis Jacques Chirac, oui. Ensuite, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont aussi juré de vouloir désengorger les urgences. Donc là-dessus, Emmanuel Macron, il n'a pas innové.
pas moins de 7 ministres de la Santé, on l'a dit, depuis janvier 2020. Didier Loiseau, est-ce que c'est la seule explication du manque d'ambition ou de l'absence d'une politique ambitieuse ou cohérente, je ne sais pas quel terme employer. Moi aussi, j'ai écrit dans la Tribune du Monde 7 ministres, je crois que je me suis trompé. Oui, alors 7 ministres, c'est le ministre de plein droit, parce que si on rajoute les ministres délégués, il y en a beaucoup plus. Mais quand même, je crois que je me suis trompé. Oui. On a le même ministre depuis 20 ans, c'est Bercy. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions comptables. Regardez, en dehors de quelques plans qui ont été proposés, on nous dit à chaque fois, on vous donne 32 milliards, on va vous retirer ceci, on va fermer des milliers de lits. On prend à chaque fois le problème à l'envers. Je vois, moi, sur mon territoire de Langres, on a 2 hôpitaux qui fonctionnent. On dit non, c'est trop, on va en faire qu'un seul. On est d'accord, il faut le placer, on a des territoires de santé, il faut qu'ils soient au cœur de ces territoires de santé. Mais non. Les politiques et les administratifs ont dit non, on va le mettre dans la ville-préfecture, qui est totalement excentrée par rapport à ce territoire. Et donc, que se passe-t-il? On a déjà transféré la maternité. Il y avait... Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus dans le territoire. Mais non, mais par exemple, il y avait 900 accouchements. Aujourd'hui, il y en a 470, entre 2006 et maintenant. Et ce n'est pas la baisse de la natalité. Il y a 40% des femmes qui vont accoucher ailleurs. Le choix était mauvais. Pareil pour la chirurgie de la cancérologie. Donc le choix du lieu, quand on parle de restructuration, c'est bien choisir, c'est au cœur d'un bassin de population, à distance à peu près égale des villes autour. Vous dites bien l'affaire, c'est qu'on a défini, la préfecture, elle gère les départements. L'ARS, elle gère des territoires de santé. On appelle ça des groupements hospitaliers de territoires. On définit les territoires pour des raisons de proximité et d'accessibilité. Donc c'est ça qui doit être le cœur. Et c'est ça le boulot de l'ARS, c'est de défendre les projets de territoires de santé. Et on a toutes les études qui permettent de le savoir. Et on a fait des expériences qui ont échoué. Et on rive là-dessus. On va mettre 140 millions pour faire un projet qui ne marchera pas. On doit quand même s'inquiéter. 40% des femmes qui vont accoucher ailleurs que sur le territoire, c'est un problème. Là, depuis le début de l'année, 2 femmes qui ont accouché dans des ambulances parce que la maternité est trop loin. Enfin, on a fait du quinquennat. La femme, c'est aujourd'hui une grande cause du quinquennat. Je pense qu'on doit être vigilant avec elle. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire il faut que les femmes aient des enfants. Il ne suffit pas d'hurler, les femmes vont faire des enfants. Il faut qu'on mette des conditions pour les faire. Et les conditions de suivi, les conditions d'accouchement, elles sont très importantes. Alors, on va continuer de parler des moyens. Est-ce que c'est simplement une question de milliards d'euros? Mais je vois Vincent Escudier qui voulait réagir, donc je vous donne la parole rapidement. Allez-y. Oui, puisqu'au-delà en fait du positionnement un peu du plateau technique, pas un seul hôpital, mais du plateau technique, en gardant 2 structures différentes entre Chaumont et Langres, c'est en fait la réduction aussi. À nouveau, on continue un peu dans cette erreur de réduire à nouveau les lits et on va fermer encore 80 lits de soins aigus qu'on va remplacer plus ou moins avec des soins de suite, de rééducation. Mais on voit bien que le système des urgences souffre surtout d'un manque de lits. Et on continue dans cette même voie en fait, de l'erreur de réduire encore le capacitaire de lits de soins aigus. Et on peut pas je reprends la main, je vous donnerai la parole un peu plus tard, pardon de vous interrompre, docteur Escudier, mais parce que là on est dans un débat évidemment national, et je pose la question différemment, parce que là on nous dit on continue de fermer des lits, et pourtant on dépense de plus en plus d'argent. Je ne comprends pas, je suis peut-être bête, alors, mais je ne comprends pas. Il y a des décisions qui sont absolument terribles, il y a une urgence, c'est consolider ce qui marche et garder les soignants à l'hôpital. Le Ségur a amené à un plus, mais a oublié une grosse partie de la population médicale qui était nommée avant 2000 et qui ont perdu 4 ans d'ancienneté, par exemple. Ça a découragé profondément une grosse partie. Mais il y a eu des augmentations de salaire quand même importantes. Sauf pour une partie qui s'est trouvée en fait sacrifiée. Et donc du coup, ça a favorisé le découragement et la perte de ceux qui avaient effectivement l'expertise et qui pouvaient encadrer les plus jeunes. Alors, il faut quand même dire quelque chose, il y a des choses qui marchent en France, et c'est bien de le dire aussi. Par exemple, tout patient qui est dans un désert médical a quand même accès en France à un médecin par téléphone grâce au 15. Et ça, il n'y a pas énormément de pays qui ont ça. Tout patient a accès à un médecin par téléphone qui va analyser le besoin de santé et répondre à l'urgence vitale. Ça, c'est quand même essentiel. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le patient va être pris en charge suffisamment vite et ne va pas attendre une nuit et plus aux urgences. Non, mais sur l'urgence vitale à domicile, avec l'hôpital qui part avec les SMUR à domicile, ça marche plutôt bien et on est en train de le casser.
Ouais. Les SMUR et d'ailleurs 80% des soins d'urgence, c'est les pompiers qui les assurent. Non, mais on travaille en collaboration avec les pompiers. C'est deux services de l'État qui fonctionnent très bien ensemble pour l'urgence vitale. Oui. Mais il ne faut pas casser ce qui marche. Oui. Et ça, c'est essentiel. Mais je reviens à la question... Et après, comment garder les professionnels de santé à l'hôpital ? Eh bien, il y a l'argent, mais il y a la considération. Bien sûr. Et il y a le fait de... C'est une passion. La médecine d'urgence, on l'a choisie avec les contraintes horaires, mais parce qu'on sait... Enfin, c'est vraiment une passion. Et à l'heure actuelle, on n'est pas en accord avec les valeurs profondes de notre métier, parce qu'on nous impose des conditions d'exercice qui maltraitent les gens. Oui, Asdine. J'ai une petite question aux médecins. Est-ce qu'au lendemain du Covid, il y a eu un sentiment de trahison ou pas ? Qui s'est accentué. Il y a eu un formidable espoir pendant la première vague, où les décisions étaient centrées sur l'intérêt patient, avec les soignants qui étaient vraiment au cœur des décisions, et une qualité de communication avec nos instances qui était très bien. Donc on s'est dit, ça y est, ils ont compris comment l'hôpital devait fonctionner. C'est intéressant, et le retour en arrière de la deuxième, surtout la troisième vague, et là a été... on s'est dit, si... Pendant une pandémie, on n'est pas capable de convaincre de comment on doit fonctionner à l'hôpital. Eh ben, votre avis là-dessus, Didier Loiseau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a bien fait dans l'urgence de la première vague Covid qu'on pourrait dupliquer ? Je vais vous dire. D'abord, on a dit c'est le patient qui est au centre du problème. Et donc, on a tout fait pour que le patient soit protégé. On a mis les soignants comme étant les premiers acteurs de cela. Et l'administration, elle a suivi. Le fameux « quoi qu'il en coûte », c'est l'argent qui a fait que l'administration, elle s'est tue parce qu'elle avait l'argent. Depuis, et vous parliez de trahison, oui, la trahison, c'est qu'aujourd'hui, l'administratif est revenu, mais à plein. Regardez les organigrammes de l'ARS. Il y a une foule, et regardez le nombre de médecins qui sont à l'ARS, qui sont des gens qui ne voient plus un patient depuis des années et qui, au jeu de redis. Vous savez, moi, j'avais un de mes amis qui voulait être chirurgien. Le soir de son bac, il a dit à son père, « Papa, je voudrais aller au bloc avec toi. » Son père dit, « Viens donc. » Il vient et il commence à vouloir aider son père. Et son père lui dit, « Écoute, à défaut de m'aider, évite de me gêner. » C'est ce qu'on a envie de dire de temps en temps à l'administration. Vous voyez, aujourd'hui, fermer des lits alors que ça déborde, ça n'est pas raisonnable. Voilà, ça n'est pas raisonnable. Alors, je voudrais vous entendre sur cette notion de logique comptable. Parce qu'à côté de ça, il y a un déficit de la sécurité sociale, il y a des comptes qui sont publiés chaque année, et on a le sentiment que ce déficit, il continue de filer. Votre avis là-dessus ? Juste 2 points. Je voudrais dire que ce dont on manque en France, c'est d'abord le suivi. Le suivi des politiques publiques, et puis ensuite l'évaluation. Et on n'a pas eu de retour d'expérience de la période sanitaire. Voilà, quand on a vu des choses, on a expérimenté des coordinations, on a travaillé ensemble à une réponse. Et en fait, on n'a pas fait ce retour d'expérience qui était plein de choses qui auraient dû être dupliquées au quotidien. Et en fait, c'est comme si on avait voulu oublier. Pardon de vous interrompre, pourquoi on ne supprime pas les ARS ? Parce qu'à chaque fois qu'on fait un débat, c'est pas le premier sur ce plateau, avec des médecins, ils nous disent, mais les ARS, c'est l'administration dans tout ce qu'elle a de pire, parce que l'administration peut être souvent super, mais là, c'est vraiment dans tout ce qu'elle a de pire. Pourquoi on ne les supprime pas ? Parce qu'on se dit, si on les supprime, les médecins vont reprendre le pouvoir et les comptes vont filer. C'est quoi ? Je ne comprends pas. Non, mais je pense qu'il faut toujours trouver un coupable. Et donc, voilà, l'ARS, comme elle se trouve un peu peut-être éloignée du terrain, on lui met sur le dos toutes les peines que l'on a. Moi, ce que mais il y a quand même, pardon de vous interrompre encore une fois, je suis un peu têtu. Il y a quand même, de la part des politiques depuis des décennies, une consigne donnée de faire des économies. On est bien d'accord. Et ce discours, il est porté aussi ici au Sénat, quand les comptes de la sécité sociale sont discutés. Oui. De dépenses de l'assurance maladie. D'accord, il faut tenir les comptes. Mais donc c'est l'ARS qui est chargée de ça. Alors non, c'est Bercy, effectivement, quand on discute du projet de loi de financement de la sécurité. Ça diffuse ensuite vers l'ARS. Mais oui, voilà, l'ARS est un exécutant, si on peut dire, et en même temps, c'est l'organisateur sur le territoire des décisions nationales. Mais donc, par rapport aux dépenses de la sécurité sociale, effectivement, vous avez raison, c'est l'assurance maladie qui fait défaut un petit peu aussi au niveau des retraites. Bon, on a un peu corrigé, mais dans le temps, ça ne va pas suffire. Mais sur l'assurance maladie, moi, ce que je dis depuis très longtemps, dès le moment où j'ai eu cette responsabilité de rapporteur, c'est que l'ONDAM, en réalité... L'ONDAM, c'est quoi ? Alors, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Merci. Et
l'Ondam, il est décliné au niveau de l'hôpital public, au niveau des établissements médico-sociaux, au niveau de la médecine de ville. Et chaque année, on dit qu'il ne faudra pas dépasser tel niveau. On se rend compte depuis un certain temps qu'au niveau de la médecine de ville, ça dépasse tous les ans, mais que finalement, on n'a pas non plus suffisamment pour l'hôpital public. Et moi, je crois qu'il faut plutôt regarder ça en termes de besoins plutôt qu'en termes de non-dépenses. Vous voyez, c'est changer de paradigme. En fait, moi, je pense qu'il faut avoir... Donc, on arrête d'appliquer la logique comptable. Bah oui, enfin, en tout cas, il faut avoir d'autres manières de voir les choses. Parce que là, en fait, on se dit, voilà, c'est ça qu'il ne faut pas dépenser. Enfin, il ne faut pas dépenser plus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pendant plus de 20 ans, on a eu un Ondam de l'hôpital qui a été catastrophique, où on n'a pas pu, justement, réinjecter suffisamment d'argent pour en faire un hôpital performant. Et on s'est retrouvé avec justement une qualité d'exercice de la médecine dans ces hôpitaux qui a été difficile. Alors certains s'en sont sortis, mais pas tous, et la plupart ont eu de grosses difficultés. Alors, je vois que tous les deux voulez intervenir. Je vais vous donner la parole, mais je reviens vers Vincent Escudier aux urgences de Langres, parce que en préparant l'émission, vous nous avez donné une info pour illustrer cette logique comptable qui peut tourner à l'absurde. C'est ce qui se passe en psychiatrie pour le transport des malades. Je veux bien que vous nous racontiez comment ça se passe. Alors, l'organisation territoriale des soins fait que la psychiatrie n'est disponible que sur le site de Chaumont. Et il nous est arrivé alors les transports, parce qu'on parle toujours un petit peu de l'hôpital, mais on oublie d'avoir une vision plus globale avec la caisse d'assurance maladie et notamment le coût des transports qu'implique la territorialisation des soins. Et là, pour le coût, pour la psychiatrie, quand on va consulter un psychiatre sur Chaumont, le coût du transport n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et il m'est arrivé d'avoir une situation kafkaïenne, effectivement, de recevoir un jeune agriculteur qui était au bout du bout, qui était en train de faire faillite, qui n'avait plus un copec en poche, qui a été récupéré par les secours au dernier moment alors qu'il se mettait la corde autour du cou, qui est revenu aux urgences à Langres et qui devait consulter un psychiatre sur Chaumont. Et en fait, on lui demandait en fait de payer de sa poche le transport du site de Langres sur le site de Chaumont, ce qui était complètement hallucinant. Moi, je ne pouvais pas lui proposer comme ça de dire, voilà, effectivement, on vous propose des soins, mais c'est à vous de payer le transport pour vous rendre, pour vous faire soigner, en fait, quoi. Ouais. Donc on est bien dans l'absurdité de l'application de cette logique comptable. Alors vous vouliez intervenir, je commence avec vous Agnès Ricard. Je voudrais juste dire qu'il faut arrêter de penser que la santé c'est une dépense. La santé c'est une richesse. Ouais. Parce que lorsqu'on est malade, on ne produit plus rien. Ouais. Mais lorsqu'on est soigné et en bonne santé, on est capable d'avoir une activité professionnelle, une activité sociale. Et donc on pourrait dire, on n'a jamais ce débat sur l'éducation nationale, oui, par exemple. Exactement. Donc vous dites on pourrait arrêter de parler du déficit de la sécurité sociale. Oui. Et si on changeait un petit peu, on l'a bien vu pendant le Covid, le Guadeloupe, ça a été aussi pour préserver la santé des gens. Et on voit les impacts d'une crise sanitaire sur l'économie d'un pays. Donc il faut considérer la santé comme une richesse. Et pas du tout comme une dépense. Je suis d'accord avec vous, mais il faut peut-être faire aussi un peu de mea culpa. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des médecins pendant plusieurs décennies qui ont profité du système ou des patients qui vont voir 5 spécialistes pour finir par avoir le bon diagnostic et qui sont remboursés des 5 visites. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez il y a raison, des abus aussi. Vous avez raison sur le fait qu'il peut y avoir des dérives, mais qui ne justifient pas de dégrader à ce point. On parlait de catastrophe sanitaire. Ce qui est la catastrophe, c'est la dégradation vitesse grand V de notre système de soins qui était un des meilleurs au monde. Et à l'heure actuelle, les ARS, elles comptent. Alors là, le nombre de patients brancards, on les compte. On compte beaucoup de choses. Pendant le Covid, on a compté énormément de choses. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pour ça qu'il faut parler de performance de la dépense, c'est-à-dire l'efficience. Bien dépenser. Effectivement, il ne faut pas d'excès, il ne faut pas de redondance, mais il faut bien dépenser. Alors, je pense qu'il faut surtout se fier aux besoins en termes de santé. Je vous donne la parole tout de suite sur cette question de la bonne utilisation finalement des deniers publics dans les hôpitaux. Mais d'abord, un autre témoignage, une réaction, celui du secrétaire général de FO Santé, Didier Birig. C'était lors d'une manifestation devant le ministère.
L'offre de soins va encore diminuer. Je vous le rappelle, elle a diminué de 4800 lits pendant la période de la Covid. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les services des urgences, nous avons à beaucoup d'endroits des services qui sont surbookés avec des temps d'attente qui peuvent monter jusqu'à des 20 heures, des 40 heures. Voilà, c'est ça l'offre de soins, c'est ça la réalité aujourd'hui dans les établissements. Et nous sommes là pour dire stop, ça suffit. Docteur Loiseau, faut dépenser plus ou faut dépenser mieux? Vous avez raison. Non, mais je crois qu'il faut déjà dépenser mieux. Oui. Je pense que ce que vous disiez et qu'on n'applique jamais, c'est qu'on doit évaluer les mesures que l'on prend. Là, on a dit, par exemple, on fait un numerus clausus parce qu'il y aura moins de médecins. S'il y a moins de médecins, on dépensera moins. Puis on s'est aperçu que ça ne marchait pas. On a fait venir par milliers des médecins à diplôme étranger. Donc la mesure du numerus clausus, en fait, elle a été complètement... On a sacrifié génération après génération des jeunes médecins qui rêvaient de... C'est la première année de Thomas Litli, c'est la première année où on voit bien comment... On appelait ça la boucherie pédagogique. C'était le terme qui avait été utilisé au-delà du mal qu'on a fait, mais surtout c'était inefficace. Donc on est allé chercher des médecins ailleurs pour compléter. Ce qui va se passer pour les lits, c'est que là, pour les médecins, on a pu aller chercher des médecins ailleurs. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, on dit on va même les régulariser. Et même, je vais envoyer un émissaire pour faire venir du monde de là. Bon, pour les lits, quand il n'y aura pas de lit, il n'y aura pas de lit. Les lits, il sera toujours sur les brancards. Ça sera même devant les brancards. Ça sera d'autres accidents. Donc il faut qu'on se donne des évaluations. Je suis d'accord avec vous, madame la sénatrice. On doit aujourd'hui se donner des revoyures, des vraies revoyures. Aujourd'hui, moi j'ai reçu un mot d'un Suédois à la suite de mon livre. Il m'a dit, il y a une chose qui m'étonne quand même en France, c'est comment vous pouvez vous enferrer pendant 50 ans dans une erreur. Et c'est vrai que c'est quand même invraisemblable. Alors moi j'ai noté... C'est le cas du numerus clausus. Exactement. Ça a duré 50 ans. Cependant, en Suède, j'y suis allée. Et ils disent aussi qu'ils n'ont pas suffisamment anticipé le vieillissement de la population. Absolument. Mais par exemple, là, j'ai vu qu'une des premières décisions de Frédéric Valletoux a dit « Moi, je travaillerai avec audace et volonté ». J'ai envie de lui dire « Chiche, monsieur ». Tiens, justement, on va parler de Frédéric Valletoux tout de suite grâce à Quentin Calmet qui va venir nous parler des réactions. Rebonsoir Quentin, réaction de la nomination, donc nouveau ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux. Il y a eu pas mal de remous, notamment chez les médecins libéraux. Exactement. Frédéric Valletoux arrive avenue de Ségur et cela n'a pas plu au syndicat de médecins. Regardez le Figaro qui, dès la fin de la semaine dernière, montrait ces citations du président de la CDMF, un syndicat modéré qui parle d'une déclaration de guerre, rien de moins, un autre syndicat, le SML, qui évoque une gifle lancée aux médecins. En cause, les prises de position. À l'époque où Frédéric Valletoux était président de la Fédération hospitalière de France, un poste qu'il a occupé entre 2011 et 2022, avant de devenir député Horizon. En 2022, dans Les Échos, Frédéric Valletoux a plaidé pour rééquilibrer le partage des missions d'intérêt public entre l'hôpital et une médecine libérale, je cite, qui porte de moins en moins le fardeau de l'intérêt général. Cette phrase qui a donc fait bondir les médecins de ville. On comprend pourquoi ils ont réagi comme ça depuis sa nomination. Il calme le jeu. Oui, le ministre calme le jeu. Il y a quelques jours, l'assurance maladie a ouvert la voie à une hausse à 30 € de la consultation des médecins généralistes, avec en contrepartie des évolutions en faveur de l'amélioration de la santé de la population. Pas de mesure choc, donc, pour l'instant, dans le discours de M. Valletoux. Écoutez, ce matin, le nouveau ministre de la Santé, c'était sur France 2. Ça doit être aussi avec un engagement des médecins, peut-être, à partir du moment où on les soulage en temps administratif, à partir du moment où l'État fait l'effort d'accompagner à travers des assistants médicaux le fonctionnement des cabinets de ville, et bien peut-être il faut qu'ils s'engagent aussi à prendre plus de patients. Donc il y a une discussion sur effectivement les contreparties à ces 30 €, mais ces 30 € sont légitimes. Frédéric Valletoux qui a également été à l'origine d'une proposition de loi adoptée définitivement l'hiver dernier, qui allait déjà dans ce sens, c'est ça? Voilà, la proposition de loi Valletoux avait d'ailleurs provoqué la grève à plusieurs reprises des médecins libéraux l'automne dernier. Le texte prévoyait initialement le rattachement de ces praticiens libéraux aux communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, afin de faciliter la coordination entre les professionnels sur le terrain. Mais le Sénat avait supprimé la mesure afin de donner des gages à la profession face aussi à la levée de boucliers. On comprend mieux aussi pourquoi les médecins libéraux sont très prudents avec l'arrivée de Frédéric Valletoux, ministre de la Santé. Évidemment, merci beaucoup Quentin. Je vais reprendre cette citation du nouveau ministre, donc 2022 dans Les Échos. Une médecine libérale qui porte de moins en moins le fardeau de l'intérêt général. Mais c'est faux. Ah, vous dites c'est faux. Moi j'allais dire c'est vrai. Non. C'est faux. Si, mais c'est peut-être parce que la nouvelle génération de médecins ne veut pas travailler comme la précédente, et on peut les comprendre. Mais écoutez, en tout cas, dans mon département, où on a de graves difficultés à trouver de nouveaux médecins à venir dans nos territoires,
on a aussi un engagement des professionnels de santé depuis très longtemps sur la permanence des soins. On est un département qui fonctionne très très bien justement sur le temps donné des médecins généralistes à cette permanence des soins dans notre département. Il y a eu une organisation des maisons de santé. Animation, effectivement, parce qu'on a des médecins qui sont figures de proue et qui ont réussi à animer, à agréger un certain nombre de professionnels. Effectivement, ça ne se trouve pas partout et ça se trouve paradoxalement dans un territoire qui est sous-doté en médecins. Et moi, je voudrais rappeler que tout de même, les médecins généralistes aujourd'hui portent grandement les difficultés de notre système de santé. Parce qu'il faut voir le nombre d'heures qu'ils donnent. Mais en fait, eux aussi, ils sont dans une sorte de maltraitance. Ils n'en peuvent plus. Parce que d'abord, les secrétariats sont engorgés. Alors, ce qu'on a trouvé en Mayenne, c'est de s'organiser en maisons de santé pluridisciplinaires, les maisons qui se créent un peu partout. Et ça commence à justement permettre aux médecins de s'organiser avec des assistants médicaux, avec la télémédecine, avec un certain nombre de propositions qui vont redonner du temps médical et leur permettre de souffler un peu, si on peut dire, et en tout cas d'accueillir les patients avec un petit peu plus de sérénité. Docteur Ricard-Ribon, est-ce que vous voyez la différence ? Les départements ou les zones où il y a des maisons de santé et les zones où il n'y en a pas. Il y a clairement une différence ? Il y a une disparité très nette entre les territoires. Je partage ce que dit Madame la sénatrice. Il y a des endroits où ça marche et puis des endroits où il y a eu une décision absolument terrible qui était en 2002, qui est la fin de l'obligation de la permanence de soins pour les libéraux. Et depuis, effectivement, la permanence de soins ne peut pas reposer que sur l'hôpital. C'est pas possible. Il faut que ça repose sur les cliniques privées. Parce que là, il y a un sujet. Et ce qui marche bien depuis le Covid, qui a été boosté par le Covid, c'est justement la coopération entre les urgentistes et les généralistes dans le cadre des services d'accès aux soins, où avant, on travaillait en silo, maintenant, on travaille beaucoup plus ensemble. Mais c'est embryonnaire et c'est pas le cas partout. Il y a des territoires, et en particulier ceux qui sont les plus démunis, où effectivement, les professionnels libéraux se mobilisent, et je vois aussi dans le centre de la France, là où il y a ma famille, ils sont peu nombreux, mais ça marche bien, justement, entre le SAMU et les libéraux qui acceptent de faire cette permanence de soins. Et puis d'autres territoires, en particulier urbains et en Ile-de-France, où on a plus de mal, mais il y a des endroits où ça marche très bien. Dans mon département, c'est en train de prendre de l'ampleur. Et il faut consolider ça, ce qui marche. Et malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on consolide assez bien les bonnes volontés comme ça. Dupliquer les bonnes pratiques, ça semble pourtant assez simple. Didier Loiseau, vous avez été maire de Langres. Est-ce que le maire a le pouvoir finalement quelle est sa marge de manœuvre pour proposer des maisons de santé, faire en sorte que ce lien entre médecine libérale, hôpital public et peut-être aussi effectivement clinique privée se fasse ? Alors, il a un bon pouvoir et un mauvais pouvoir. Le bon pouvoir, c'est qu'effectivement, il peut initier les choses. Mon prédécesseur, par exemple, à Langres, a créé un des premiers pôles de santé où la médecine était assurée par l'hôpital, la chirurgie par la clinique et la radiologie par des privés. Et vous arriviez aux urgences, vous étiez vu par un urgentiste public, vous passiez votre radio ou votre scanner dans une structure privée et c'est un chirurgien de la clinique privée qui le faisait. Et tout ça en secteur 1. Et ça marchait remarquablement bien. Ça, c'est le genre de choses... secteur 1, ça veut dire pas de surcoût pour le patient. Donc, c'était formidable, ça marchait bien. Et nous, par exemple, on a essayé d'instaurer, ça marche maintenant, on marche au GPL, comme on dit à Langres, c'est-à-dire qu'il y a depuis très longtemps les gardes du plateau de Langres. C'est-à-dire que les médecins généralistes, libéraux, n'ont pas attendu une injonction. Ils sont de garde tous les week-ends, le samedi de 15h à minuit et le dimanche de 9h à minuit, sur place. Et sur place, c'est-à-dire que quand on confronte, ils sont sur place, ils accueillent les patients et ils voient effectivement une partie des très nombreux patients qui arrivent. Donc ça, c'est bon pouvoir. Mais il y a un mauvais pouvoir pour les maires, et je dois le confesser. Et du reste, maintenant, autrefois, le maire était toujours président du conseil d'administration de l'hôpital. Il ne l'est plus. Parce qu'un maire, ça défend d'abord son hôpital et l'emploi de l'hôpital. Et donc, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on doive raisonner en tant que maire, mais en tant que territoire. Vous voyez, par exemple, sur notre territoire de Haute-Marne, on a demandé à 3 maires et on n'a pas demandé aux 250 maires de petites communes rurales quel était leur avis. Donc je pense qu'il faut cesser de raisonner en termes de ville, il faut raisonner en termes de territoire, en termes de territoire de santé. Et en faisant allier le public et le privé. C'est ensemble
qu'on aura une solution. C'est pas en s'opposant. Et je pense que c'est comme ça qu'on trouvera une solution. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat ici et en duplex. Je vous donne rendez-vous demain 18h, 22h sur Public Sénat. J'ai oublié, tiens, je rappelle le titre de votre livre, Didier Loiseau, Dessine-moi un désert, anatomie d'un désastre sanitaire programmé. C'est aux éditions Palio. Merci Asdine pour cette première. Merci à vous. Et à très bientôt. C'était un bonheur de vous accueillir dans notre émission. Notez que sur notre antenne, demain, 8h du matin, l'invité politique d'Oriane Mancini, c'est Johanna Roland, la maire PS de Nantes. Belle soirée à toutes et à tous.